Est-ce que tu as déjà voulu demander pardon à quelqu'un et réaliser, au moment d'ouvrir la bouche, que cette personne n'était plus là pour t'entendre? Pas parce qu'elle était morte, mais parce que tu avais attendu trop longtemps, parce que les années avaient construit un mur si épais, si silencieux que même ta voix ne savait plus comment le traverser. Si tu connais ce silence précis, celui qui pèse plus que les cris, alors tu connais déjà Lucius, même si tu ne l'as jamais rencontré, même si tu n'as jamais entendu son nom. Lucius vivait à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ. Homme de bien, disaient ses contemporains, homme de discipline, homme de parole donnée et tenue. Un homme que les autres citaient en exemple quand ils voulaient expliquer à leur fils ce que signifiait l'honneur. Il avait 62 ans, un fils, et une lettre qu'il n'avait jamais envoyée. Ce soir-là, un soir d'automne, l'huile de la lampe presque épuisée, Lucius était assis à son bureau de pierre, la plume dans la main droite. La feuille devant lui, blanche, intacte, accusatrice. Il était assis là depuis 1 heure, peut-être 2. Il ne savait plus. Ce n'étaient pas les mots qui manquaient. Les mots, Lucius en avait toujours eu. Il avait plaidé devant le Sénat, il avait négocié des traités. Il avait prononcé des discours funèbres qui avaient fait pleurer des soldats qui ne pleuraient jamais. Les mots n'étaient pas le problème. Le problème, c'était que pour la première fois de sa vie, les mots devaient être vrais. Pas éloquents, pas justes, pas bien construits, vrais. Et Lucius ne savait pas si ceux qu'il avait, les seuls qu'il avait vraiment, étaient suffisants pour traverser 3 ans de silence. Pour comprendre cette nuit-là, il faut comprendre qui était Lucius avant elle. Lucius Aemilius Corvus était né dans une famille de magistrats. Son père lui avait appris 3 choses avant de mourir: la rigueur, le silence et la primauté du devoir. Il avait appris sa leçon parfaitement, trop parfaitement. À 30 ans, il était déjà connu dans les cercles du pouvoir romain comme un homme sur lequel on pouvait compter. Pas un homme qu'on aimait, un homme sur lequel on pouvait compter. La nuance est importante. Elle explique tout ce qui allait suivre. Quand son fils Marcus est né, Marcus Aemilius, 3e du nom, Lucius avait 34 ans. Il était présent dans la salle. Il avait tenu l'enfant dans ses bras avec la précision d'un homme qui fait les choses correctement. Il avait dit les mots qu'on dit. Il avait ressenti quelque chose qu'il ne savait pas nommer et qu'il avait rangé soigneusement, comme on range un document important dans un tiroir fermé à clé. Il était un bon père. Tout le monde le disait. Il était présent au repas. Il corrigeait les études de Marcus avec patience et méthode. Il l'emmenait au bain, au forum, aux séances du Sénat quand Marcus était assez grand pour comprendre. Il lui enseignait la philosophie stoïcienne avec la même rigueur que son propre père lui avait enseigné le droit. Contrôle de soi. Acceptation de ce qui ne dépend pas de nous. Primauté de la raison sur l'émotion. Marcus écoutait, Marcus apprenait. Marcus grandissait dans l'ombre d'un homme qu'il admirait profondément et qui ne le voyait pas vraiment. Ce n'était pas de la cruauté. C'est important de le comprendre. Lucius n'était pas cruel, il n'était pas froid par calcul, ni distant par indifférence. Il était simplement, et c'est peut-être pire, il était simplement à l'intérieur de lui-même, toujours, entièrement. Comme un homme qui habite une maison dont il n'a jamais ouvert toutes les fenêtres. Il y avait des pièces en lui qu'il ne visitait pas, et Marcus, sans le savoir, habitait une de ces pièces. Les années passèrent avec la précision d'une horloge bien réglée. Marcus devint un jeune homme sérieux, cultivé, capable, exactement ce que Lucius avait voulu faire de lui. Un soir, lors d'un dîner avec des amis du Sénat, l'un d'eux avait regardé Marcus et dit à Lucius « Tu as bien travaillé ». Et Lucius avait souri,
fier, sincèrement fier. Il ne s'était pas demandé si Marcus était heureux. Le bonheur n'était pas dans le programme. Le bonheur était une conséquence, pensait Lucius, la conséquence naturelle d'une vie bien conduite. On ne cherche pas le bonheur. On construit une vie juste, et le bonheur arrive, ou il n'arrive pas, et on l'accepte avec dignité. C'était la doctrine, c'était la vie de Lucius, c'était ce qu'il avait transmis à son fils. Ce qu'il n'avait pas transmis, c'était le reste. La chaleur, la curiosité pour l'intérieur de l'autre, la capacité de rester dans une conversation difficile sans la résoudre immédiatement. La possibilité d'être là, vraiment là, sans agenda, sans leçon, sans objectif. Simplement là, présent, inutile et précieux comme seule la présence sait l'être. Ces choses-là, Lucius ne les avait pas transmises, parce qu'il ne les avait pas lui-même. Et personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. C'est la tragédie la plus silencieuse qui existe. Non pas la malveillance, non pas l'abandon, mais la transmission involontaire d'une absence. Un père qui donne tout ce qu'il a et qui n'a pas ce dont son fils a le plus besoin. Marcus avait 28 ans quand tout s'est arrêté. Pas dans un cri, pas dans une dispute, pas dans cette grande scène dramatique que les gens imaginent quand une relation se brise, dans un silence, dans une phrase. Marcus était parti un matin de mars, son manteau sur l'épaule, un petit sac de voyage à la main. Lucius l'avait regardé depuis le couloir, pensant qu'il partait pour quelques jours. Marcus s'était retourné une fois, une seule, et il avait dit avec une voix qui n'était ni en colère ni triste, une voix qui était pire que les deux, une voix qui était terminée. « Tu m'as tout appris, sauf comment te parler. » Puis, il était parti. Lucius était resté dans le couloir pendant peut-être une minute, puis il était retourné à son bureau. Il avait repris le document qu'il lisait avant. Il avait continué sa journée. C'est seulement le soir, seul dans l'obscurité de sa chambre, qu'il avait compris que son fils ne reviendrait pas. Et même là, même dans cette obscurité, Lucius n'avait pas pleuré. Il ne savait pas encore qu'il le ferait. 3 ans plus tard, dans un bureau de pierre, devant une feuille blanche. Les 3 années qui suivirent le départ de Marcus furent les plus étranges de la vie de Lucius. Étranges, parce qu'elles ressemblaient exactement à toutes les autres. Il travaillait, il plaidait, il lisait, il recevait des amis. Il accomplissait ses devoirs civiques avec la même précision qu'avant. De l'extérieur, rien n'avait changé. Lucius Aemilius Corvus continuait d'être l'homme que tout le monde admirait. Mais quelque chose s'était déplacé. Pas brisé. Déplacé, comme un os qui n'est plus tout à fait dans l'axe. Pas assez pour empêcher de marcher, juste assez pour que chaque pas rappelle quelque chose. Il pensait à Marcus le matin, en se levant. Il pensait à lui le soir, en éteignant la lampe. Pas avec une douleur aiguë, avec une douleur sourde, constante, comme le bruit d'une rivière qu'on entend sans jamais la voir. Il avait pensé à lui écrire 100 fois. 100 fois, il avait pris la plume. 100 fois, il l'avait reposée, parce qu'il ne savait pas par où commencer. Parce que commencer, c'était admettre. Et admettre pour un homme comme Lucius était un acte plus difficile que n'importe quelle bataille. Puis, au début de l'hiver de sa 62e année, Lucius avait eu une fièvre. Pas grave. 3 jours au lit. Une faiblesse dans les jambes, un médecin qui avait dit « repos et tisane », rien de sérieux. Mais pendant ces 3 jours, pour la première fois, Lucius avait senti l'odeur de la mort. Pas la mort elle-même, son odeur. Cette légère conscience que le temps n'est pas infini, que les choses non faites ne se font pas seules, que les mots non dits ne se disent pas d'eux-mêmes.
Le 4e jour, il s'était levé avant l'aube. Il était allé à son bureau. Il avait pris une feuille. Il avait écrit « Marcus, fils », et il s'était arrêté. Parce que dans ces 2 mots, « Marcus, fils », il y avait toute la distance, toute l'histoire, toute la question qu'il n'avait jamais su poser. Comment parle-t-on à quelqu'un qu'on aime depuis toujours et qu'on n'a jamais vraiment connu? Il resta là, la plume suspendue, jusqu'à ce que la lampe commence à faiblir. Ce soir-là, Lucius ne chercha pas à écrire. Il chercha à comprendre. Il reprit sa vie dans sa mémoire comme on reprend un texte mal lu, lentement, attentivement, sans chercher à défendre ce qu'on y trouve. Il chercha le moment où il avait failli, et c'est là que la vérité la plus difficile l'attendait. Il n'y avait pas de moment, pas de tournant, pas d'erreur majeure, pas de faute identifiable, précise, réparable. Il n'y avait pas eu une nuit où il avait dit quelque chose d'impardonnable. Pas une décision cruelle, pas un abandon conscient. Il y avait eu des milliers de petits matins, des milliers de fois où Marcus avait commencé une phrase et Lucius l'avait terminée à sa place. Des milliers de fois où son fils avait hésité, cette hésitation précieuse et fragile de quelqu'un qui cherche ses mots pour dire quelque chose de vrai. Et Lucius avait rempli le silence avec une leçon, un conseil, une solution. Des milliers de fois où Marcus avait eu besoin d'être entendu et Lucius lui avait donné une réponse. La réponse juste, souvent. Mais une réponse, quand on a besoin d'être entendu, c'est une porte fermée avec politesse. Lucius comprit cette nuit-là que l'absence n'avait pas commencé le jour du départ de Marcus. Elle avait commencé bien avant. Elle avait commencé dans tous ces moments où Lucius avait choisi d'être utile plutôt que présent, efficace plutôt qu'ouvert, sage plutôt que vulnérable. Et le pire de tout, c'est qu'il l'avait fait avec amour. C'est ça, la blessure la plus difficile à regarder en face. Ne pas avoir mal agi par indifférence, mais avoir mal aimé par excès de ce qu'on croyait être bien. Lucius avait aimé Marcus comme son père l'avait aimé, avec toute la sincérité et toute la limitation de cet amour-là. Il avait transmis ce qu'il avait reçu, et ce qu'il avait reçu, cette forme d'amour qui enseigne sans écouter, qui protège sans voir, qui donne sans demander, n'était pas suffisant. Ce n'était pas sa faute. Ce n'était pas non plus une excuse. C'était simplement la vérité. Et la vérité, Lucius l'avait appris de Marc Aurèle, ne se négocie pas. On la regarde. On la laisse faire ce qu'elle doit faire. Et ensuite, seulement ensuite, on décide quoi faire avec elle. La nuit touchait à sa fin quand Lucius reprit la plume. Cette fois, il ne chercha pas les bons mots. Il chercha les vrais. Il écrivit pendant des heures, sans relire, sans corriger, sans chercher l'éloquence qui avait été son armure toute sa vie. Il écrivit comme un homme qui vide quelque chose, pas pour se débarrasser, mais pour voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Il écrivit à Marcus la vérité sur son propre père, sur ce qu'il avait reçu, sur ce qu'il avait compris trop tard, sur les matins où il avait choisi le travail, sur les soirs où il avait confondu transmettre et aimer, sur la fièvre et l'odeur de la mort, sur la plume posée 100 fois, sur la honte, oui, la honte, de ne pas savoir dire « je t'aime » sans que ça ressemble à un rapport. Il écrivit à Marcus ce que jamais il n'avait écrit à personne, ce qu'il n'avait jamais dit à voix haute, ce qu'il avait porté en silence pendant 62 ans, en croyant que le silence était une vertu. Et au milieu de la lettre, quelque part entre la vérité sur son père et la vérité sur lui-même, Lucius s'arrêta. Parce qu'il venait de comprendre quelque chose. La lettre n'était pas pour Marcus. Elle l'était. Bien sûr, Marcus en était le destinataire, Marcus en méritait chaque mot,
Mais la lettre n'avait pas commencé pour Marcus. Elle avait commencé pour l'enfant que Lucius avait été, pour le garçon de 8 ans qui avait regardé son propre père partir un matin sans se retourner, pour l'adolescent qui avait appris à ne pas avoir besoin, pour le jeune homme qui avait construit une forteresse si solide qu'il avait fini par oublier qu'il l'habitait. Lucius écrivait à Marcus, mais les mots qu'il trouvait, les seuls vrais, les seuls qui sortaient sans effort, étaient les mots qu'il avait cherchés toute sa vie pour lui-même. Il était l'enfant, il était le père, il était la lettre et le destinataire. Et pour la première fois, pour la première et unique fois de sa vie d'homme rigoureux, discipliné, maître de lui-même, Lucius Aemilius Corvus pleura. Pas de douleur, de reconnaissance. Parce que reconnaître, c'est ça. Voir enfin ce qui était là depuis toujours et qu'on refusait de regarder. Et dans cette reconnaissance, dans cette capitulation douce et totale devant la vérité, il y avait quelque chose que Lucius n'aurait pas su nommer 1 heure plus tôt. Un soulagement, pas la paix, pas encore. Mais le début de quelque chose qui y ressemblait. L'aube entrait par la petite fenêtre du bureau quand il posa la plume. La lettre était terminée. Elle faisait 7 pages. 7 pages serrées, sans rature, d'une écriture plus hésitante que d'habitude, comme si la main elle-même n'était plus tout à fait sûre du territoire qu'elle traversait. Lucius la relut 1 fois, lentement, puis il la plia, avec soin, avec précision. Avec ce geste mesuré qui avait toujours été le sien, il ne la mit pas sous enveloppe. Il ne chercha pas l'adresse de Marcus. Il tint simplement la lettre pliée entre ses 2 mains pendant un long moment. Comme on tient quelque chose de fragile, comme on tient quelque chose de précieux. Puis il ouvrit le tiroir du bureau, le même tiroir où, 3 ans plus tôt, il avait rangé la dernière phrase de Marcus, et il la posa à l'intérieur, à côté de l'autre. Les 2 feuilles, côte à côte. Le fils qui était parti, le père qui était resté. 2 silences enfin en conversation. Lucius ferma le tiroir. Il se leva. Il alla à la fenêtre. Le ciel de Rome était rose et gris. Le matin commençait à traverser les rues encore désertes. Les premières charrettes roulaient au loin avec leur bruit de pierre sur pierre. C'était un matin ordinaire. Le premier matin ordinaire qui, pour une raison que Lucius aurait eu du mal à expliquer, ne lui semblait plus vide. Il n'envoya jamais la lettre. Ce n'est pas la fin que tu attendais peut-être. Tu attendais peut-être une réconciliation, un voyage vers Marcus, une scène où les 2 hommes se retrouvent et où les années de silence s'effacent dans une étreinte. La vie n'est pas toujours cette histoire-là. Parfois, souvent, la transformation se fait à l'intérieur, en silence, sans témoin, sans récompense visible. Parfois on change profondément et personne autour de nous ne le sait. Parfois le travail le plus important de toute une vie se fait seul, la nuit, devant une feuille de papier. Lucius mourut 4 ans plus tard, à 66 ans, d'une maladie de cœur. Dans ses affaires, on trouva un tiroir fermé à clé. À l'intérieur, 2 lettres pliées. Une en écriture jeune et ferme. Une en écriture plus hésitante, plus cherchée. Personne ne sut jamais ce qu'elle contenait. Marcus reçut la nouvelle de la mort de son père par un messager un matin de septembre. Il était à Alexandrie. Il lut le message 2 fois, puis il regarda par la fenêtre pendant longtemps. Ce qu'il pensa à ce moment-là, on ne le sait pas non plus. Peut-être qu'il regretta de ne pas être revenu avant. Peut-être qu'il comprit, de cette compréhension étrange et tardive qui arrive parfois quand il est trop tard, que son père avait essayé, à sa façon, avec ses limites, avec tout ce qu'il était et tout ce qu'il n'était pas, qu'il avait essayé.
Et maintenant que tu connais Lucius, je vais te poser la vraie question, pas la question sur lui, la question sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, un père, un fils, un ami, quelqu'un à qui tu n'as pas encore dit ce qui est vrai, pas ce qui est juste, pas ce qui est bien formulé, pas ce qui sera bien reçu, ce qui est vrai? Et si la réponse est oui, si tu as senti quelque chose se contracter dans ta poitrine en lisant cette question, alors je te demande une seule chose, pas de t'excuser, pas de courir réparer tout de suite, pas de te flageller pour les années de silence, juste ceci, prends une feuille, prends une plume, et commence, même si tu ne l'envoies jamais, parce que parfois la lettre n'est pas pour l'autre, elle est pour toi, et tu mérites, toi aussi, d'être enfin entendu, même par toi-même, surtout par toi-même.